Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin a tourné à la pagaille. Les sénateurs pro- et anti-gouvernementaux en sont venus aux mains. Le délégué départemental de l'Ouest, Joseph-Pierre Richard Duplan, sort de son silence. Il rejette les accusations portées contre lui, laissant croire qu'il est l'auteur intellectuel des événements survenus à La Saline, qualifiés de massacre de La Saline par certaines organisations de défense des droits humains. Lancement ce mardi par la Fondation J'éclairé d'une campagne de sensibilisation autour du respect de la loi portant sur la déclaration de patrimoine. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption qui gangrène le pays. Micros arrachés, chaises et pupitres brisés, affrontements physiques. La séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin a tourné à la pagaille. Les sénateurs pro- et anti-gouvernementaux en sont venus aux mains. Si les sénateurs proches de l'exécutif voulaient permettre au PM nommé de présenter l'énoncé de sa politique générale, les 4 sénateurs de l'opposition, quant à eux, s'y opposaient catégoriquement, ce qui a créé une situation de tension à l'intérieur même de la salle de séance du Sénat de la République. La séance a été interrompue. Le président du bureau, Karl Murat-Cantave, a invité les membres du cabinet ministériel à rentrer chez eux en attendant une nouvelle date. La mise en place d'un gouvernement constitutionnel est une étape déterminante dans le processus de gouvernance du pays. C'est ce qu'a déclaré le président du bureau du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, lors de l'ouverture de la session extraordinaire ce mardi. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son inquiétude face à la situation socio-économique et politique du pays. L'élu de l'Artibonite croit que la réalité actuelle d'Haïti exige que des mesures urgentes et efficaces soient adoptées. Pour Karl Murat-Cantave, la situation gouvernementale est exceptionnelle et ne facilite pas la prise de décision et la mise en place d'actions susceptibles d'apporter des réponses appropriées aux problèmes du pays. Le président de l'Assemblée nationale rappelle que de nombreux défis sont à relever durant l'année 2019, tels l'organisation des élections législatives et municipales. Les sénateurs de l'opposition radicale sont parvenus ce lundi 13 mai 2019 à une entente politique avec la majorité présidentielle et ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Le groupe des 4 sénateurs de l'opposition radicale, Valérie Plante, Nénel Kassoumi et Oscar Pierre, ont obtenu la présidence de 3 commissions permanentes importantes. L'entente politique a été scellée lors d'une conférence des présidents réalisée aujourd'hui. Le sénateur Beauplan reprend le contrôle de l'importante commission des affaires étrangères qui évalue le fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires. Le sénateur Naoum Marcellus, convalescent au cours des derniers mois, n'aurait pas été très actif au sein de cette commission. Le sénateur Antonio Cherami réalise un retour en force au sein de la commission des affaires sociales. Il avait réalisé les enquêtes pour faire la lumière sur les accusations de détournement de fonds au sein de certains organismes publics en liaison avec les cotisations des ouvriers. Il appuie également les revendications relatives à la hausse du salaire minimum des ouvriers.
L'importante commission de la planification et de la coopération externe est attribuée au sénateur Ricard Pierre. Le sénateur Sorel Jacinthe a accepté de démissionner de la présidence de cette commission afin de libérer la place pour l'opposition radicale. L'opposition radicale dispose ainsi d'un levier institutionnel pour exercer un contrôle strict sur les politiques publiques au sein de ses ministères. Toutefois, les 4 sénateurs ne disposent pas de voix suffisante pour censurer un ministre. 2 analystes politiques jugent scandaleuse l'attitude des sénateurs qui ont réclamé des présidences de commission dimanche lors de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Himmler Rébu et Rosemont Pradel déplorent que de vagues questions personnelles puissent porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Il n'y a pas un projet pour Haïti. Okay. Voilà. Tout bas est arrivé dans ce qu'on appelle la stratégie du retardement. Ça veut dire que nous évoquons bagaille, nous posons problème pour nous empêcher, ça ne va le faire tout de suite là. Et le temps pour nous venir ou entendre pour nous accepter ça que nous ne pouvons pas accepter enfin. Nous avons besoin d'un poste président et commission, eh bien, monsieur bloqué séance là, il montre fébrilité question, faiblesse institution, et puis il mettait à nu que voici des nègres qui sont des sénateurs, qui t'a fait pour défendre les intérêts de ce pays et de ce peuple, et bien regardez, tout ça le fait, c'est président commission de l'autorité. Nous devons comprendre que nous avons pour son problème sérieux. Il t'a dit, monsieur, gouvernement ça, qui montait là, avec 8 ministres, qui ont été censurés là, qui pas de rien comme résultat, pas d'accord pour Mounsa ou vin encore là comme ministre. Là, on comprendre qu'on va être sérieux quoi. C'est une honte nationale pour un nègre ça t'a réglé son poste de président en commission. Nous obligés font bail pour nous rassurer Haïti. Parce que ça gain là, c'est pas un mal absolu, il y a une solution. Et solution à passer par qui ça que élite d'abord grand pile monde qui tout le monde reconnaît que nous font pile bagaille qui passe ça. Donc faut nous corriger. Malheureusement, pays pas penser à l'intérieur de l'ambiance populaire. Devoir de réflexion au niveau pays, c'est un devoir d'élite intellectuelle. Donc je dis à faut gain femme avec garçon qui d'abord capable gain capacité pour reconnaître problème dans tout secteur. Pour reconnaître pour qui ça problème ça existait et pour proposer à reste population qui mécanisme pour nous mettre en place pour nous résoudre. Est-ce que nous continuer route ça pour nous aller pifon et puis mal ou bien si nous réunis pour nous un groupe citoyen avec citoyens qui proposer pays à un bagage qui est différent et puis pour nous aller vers ça différent nous sortir dans l'histoire. La voie de solution se trouve dans un dialogue national. Un dialogue national, parce que pour que ça nous parle de dialogue national, c'est parce que Haïti d'aujourd'hui, c'est l'échec de toutes les élites. Parce que c'est nous, dans l'élite pays, élite économique, élite sociale, élite religieuse, élite intellectuelle, élite politique, c'est nous qui baillons pays. C'est là-dedans que nous choisissons président, député, sénateur, juge, ministre, et industriel, entrepreneur. C'est là qu'une sortie. Si le pays est à côté de rive là, c'est notre responsabilité en tant qu'élite. Je vous dis à là, faut gagner, faut commencer à gagner une prise de conscience de ce mauvais état de ce pays et commencer à gagner des réflexions sur dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour que nous puissions changer ça. Je ne dis pas qu'il y a l'autre voie que un dialogue national entre les élites. Nous avons parlé de dialogue national, nous ne pouvons pas faire dialogue avec le président de la République. Ce n'est pas avec le président de la République qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer entre les élites. C'est parce que c'est les élites qui vont payer ça, c'est les élites qui pourront l'autre pays. C'est la nécessité de s'asseoir ensemble, de dialoguer pour dire qui économie pour nous choisir pour payer ça, pour nous sortir là. Quelle est la politique? Qu'est-ce qui doit prendre l'initiative là? Moi, je pense que des groupes, par exemple, nous avons un groupe qui est les Rassiré Haïti.
qui commence à faire de réflexion, nous commençons à rencontrer avec des gens. Tout citoyen qui gagne de groupe, c'est pour nous rencontrer ensemble, pour nous commencer par poser le problème de ce pays. Merci. Et comment c'est nous qui avons la responsabilité pour venir avec des solutions. Le délégué départemental de l'Ouest rejette les accusations selon lesquelles il serait l'auteur intellectuel du massacre de la Saline. Joseph-Pierre Richard Duplan, qui a rencontré la presse ce mardi, affirme être victime d'un complot visant notamment à le discréditer. Le concerné accuse les organismes de protection des droits humains qui, estime-t-il, font du tort au pays en adoptant un comportement clanique depuis un certain temps. Joseph-Pierre Richard Duplan déclare s'en remettre à la justice pour laver son honneur. Le leader de Petite-des-Salines, Moïse Jean-Charles, annonce ce mardi qu'il répondra à la convocation du juge instructeur Emmanuel Vertillaire, prévue pour ce mercredi 15 mai au tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Il doit être auditionné dans le cadre du dossier Café Trio. Lors d'une conférence de presse, l'ancien sénateur nie son implication dans l'attaque à coups de gaz lacrymogène survenue le samedi 28 avril 2018 à Café Trio lors d'une conférence débat animée par le sénateur Yuri Latortue. L'ancien parlementaire a fait remarquer que la décision du juge va influencer d'une façon ou d'une autre la mobilisation anti-gouvernementale prévue pour ce 18 mai. En fonction de ça, qui peut décider en dans le tribunal là, et m'a remarqué pour le pays, nous voyons avocats nous déjà dans nos pays. Je l'ai dit, c'est moi-même que vous parlez. Ça bon, un. Comme ça, le gouvernement dit, faut arrêter, on moun dans chaque camp. Même pas qu'on a qui comme peuple haïtien. OK? Ça, nous bail. Moun pouvoir tête calé yo, responsable. Seul bagay nous parlons au Cap Haïtien. Et n'attend décision juge là bien. En tout cas, peuple haïtien prend note. Nous pas faire provocation, mais les moun provoquer nous, n'a répondre. Et nous-mêmes nous laver nous. Nous pas mêler ni de points ni de loin. Nous pas connaître rien du tout qui passe dans le café trio Cap Haïtien. Nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que tout ce casier judiciaire nous a besoin de salle? Nous ne connaissons pas. Est-ce que nous avons élection Cap Haïtien? Nous ne connaissons pas. C'est le bagage nous présent demain au Cap Haïtien. La plateforme Unité n'est pas dissoute. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi les membres de cette structure. Le député Hermano Exinor, issu de ce parti, a apporté un démenti formel aux allégations laissant croire qu'Unité avait cessé d'exister suite à l'annonce de la création d'une nouvelle entité dénommée Unifos. Le parlementaire a réitéré l'engagement de son parti à lutter pour le changement du pays. Nous dites bien, nous sommes un parti politique qui existait bel et bien. Nous restons dans sa statut, nous restons dans sa règlement intérieur, nous dit. Et jusqu'à la présente minute que nous avons parlé là, tout élu, député, magistrat ou bien sénateur, qui est élu sous le parti, ils sont d'accord ou bien ils ont toujours été en débat. Et c'est sous base ça pour nous dire tout le monde. À la ronde bade, quel que soit dans le secteur que vous sorti, parti politique Unité, il existe bel et bien. Et plateforme politique Unité, il existe bel et bien. Et c'est après plateforme politique Unité que nous avons fait et patriotique que nous avons dans l'élection. Et je dis à nous avons la même entité qui a toujours existé. Et nous-mêmes, comme députés, nous avons continué à vendre l'image parti, nous avons continué à mener la bataille politique là pour nous respecter la vision parti avec l'orientation parti dans le cadre et tout ça que nous avons gagné dans le cadre de nous mettre l'unité sur place. Ce soir, nous avons avec nous, dans les studios de Radio-Télé Métropole, Maître Samuel Madistin, qui est président du conseil de direction de la Fondation J'éclairé. Nous allons interroger Maître Madistin sur une campagne qui vient de
une campagne de sensibilisation qu'ils viennent de lancer. Et évidemment, nous allons profiter de sa présence pour aller faire un petit tour du côté du Sénat. Bonsoir, Maître Madistin, bienvenue. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métro News. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Maître Madistin, la Fondation J'éclairé vient de lancer une campagne de sensibilisation autour du respect de la loi portant sur la déclaration de patrimoine. Quelles raisons vous ont poussé à relancer cette campagne et en 2 mots, cette nécessité de déclarer son patrimoine, à qui s'adresse-t-elle et pourquoi? Et la raison pour laquelle nous lançons cette campagne, c'est parce que nous avons relevé que ça fait près de 10 ans, plus de 10 ans, depuis l'adoption de cette loi sur la déclaration de patrimoine, qui vise justement la transparence dans la vie publique, à moraliser la vie publique. Et nous avons estimé que beaucoup de hauts fonctionnaires de l'État n'ont pas fait cas, n'est-ce pas, de cette loi, n'ont pas respecté cette loi, et impunément. Si vous donnez par exemple un exemple, près de 93% des anciens sénateurs de la République n'ont pas fait de déclaration de patrimoine à leur sortie de fonction. 93%. 93%. Plus de 46% des anciens ministres et premiers ministres ne l'ont pas fait. Près de 50% des anciens chefs de l'État ne l'ont pas fait. C'est 89% des anciens ambassadeurs de la République d'Haïti qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Or, cette loi sur la déclaration de patrimoine vise à combattre l'enrichissement inexpliqué. Enrichissement illicite. En deux mots, sénateur, excusez-moi, Maître Madistin, je suis pris par le Sénat. Mais vous ne vous trouvez pas aussi, je suis un sénateur. On garde le titre. C'est vrai. On garde le titre. Oui, Maître Madistin. Rapidement, cette déclaration de patrimoine se fait en 2 temps. On déclare son patrimoine quand on entre en fonction, oui, et on refait une déclaration à la sortie et on compare, oui, entre l'arrivée et le départ, qu'est-ce qui a été accumulé entre-temps. C'est là qu'on peut se rendre compte s'il y a eu enrichissement illicite, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Et on peut aussi faire une déclaration de mise à niveau si, au moment, dans l'exercice de la fonction, eh bien, on constate qu'il y a plus de 40%, un enrichissement qui équivaut à plus de 40% des revenus déclarés à la DGI, eh bien, il faut faire une déclaration intermédiaire pour mettre à niveau la déclaration, pour compléter la première déclaration. Très bien. Une fois qu'on l'a constaté, si on constate qu'il y a eu un enrichissement, disons, inexplicable, que pendant qu'il était sénateur ou ministre, ce monsieur qui ne possédait qu'une petite maison à l'arrivée se retrouve à la tête d'une dizaine de résidences, quelles sont les sanctions qui peuvent être prises et qui peut prendre ces sanctions? Très bien. D'abord, si on ne fait pas la déclaration à sa sortie, on peut être condamné, par exemple, pour le simple fait de n'avoir pas fait la déclaration, par exemple, à l'inéligibilité par le tribunal correctionnel. Oui, mais là, vous partez de la déclaration à la sortie. Oui. Mais s'il n'y a pas eu de déclaration à l'entrée, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas eu aussi, il y a des sanctions aussi pour Également. Également. Très bien. Mais, en plus de ça, vous avez un soupçon d'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, c'est 3 à 9 ans de prison. Et si vous faites une déclaration incomplète, inexacte, c'est 3 à 15 ans de prison. La déclaration de patrimoine, c'est une déclaration sérieuse. Et qui est chargé de mener l'enquête? C'est la Cour supérieure des comptes? Non, c'est l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, qui contrôle toute la question relative à la déclaration du patrimoine. Et si l'unité relève que vous n'avez pas fait déclaration, ou vous avez fait des déclarations incomplètes, inexactes ou fausses, l'unité de lutte contre la corruption, eh bien, saisit le parquet près du tribunal civil de la juridiction où se trouve le fonctionnaire. Donc, c'est quelque chose de très sérieux et de très grave. De très sérieux qui aurait pu permettre de combattre dans une certaine mesure la corruption. C'est-à-dire l'idée qu'en Haïti, aujourd'hui, on entre dans l'État comme Job et on en sort comme Christus, et on aurait pu en combattre cette pratique.
Oui, enfin, lutte contre la corruption et surtout lutte contre l'impunité. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et c'est parce que nous avons relevé que pendant les 10 dernières années, il n'y a pas eu de gens à être punis malgré le fait que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas fait cette déclaration. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire de faire cette campagne pour sensibiliser la population, sensibiliser les gens sur la nécessité d'appliquer cette loi. D'autant plus que souvent, ce qu'on appelle les signes extérieurs de richesse sont plus qu'évidents. Plus qu'évident, tout à fait. Très bien. Bon, alors concrètement, cette campagne de sensibilisation, concrètement, ça va se faire de quelle manière? Qu'est-ce que vous... D'abord, ça va se faire... la campagne, ce sera une campagne de sensibilisation à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Nous allons dans les départements faire des rencontres, faire de la formation pour des jeunes, pour des groupes de vigiles. Et nous allons visiter les 10 départements géographiques du pays, rencontrer des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des groupes d'universitaires, des juges, des commissaires du gouvernement. Bref, tout le monde, pour sensibiliser le plus de gens possible autour de la nécessité d'appliquer cette loi. Donc, ce sera à tous ces gens que vous aurez contactés et que vous aurez essayé de sensibiliser à cette question, ce sera à leur tour ensuite d'exiger que la loi soit appliquée. Soit appliquée, tout à fait. Tout à fait. Parce que la loi portant déclaration de patrimoine, c'est une affaire de citoyens, c'est l'affaire de tous les Haïtiens. Et vous avez dit tout à l'heure que cette loi ne date que de 10 ans. Oui, c'est le 20 février 2008 que nous avons publié cette loi. Wow. Très bien. Eh bien, écoutez, Maître Madissin, d'abord, bon courage et puis surtout, félicitations pour cette initiative qui est en effet tout à fait nécessaire aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va rapidement... À moins que vous vouliez ajouter autre chose concernant cette campagne, il y a autre chose que vous souhaiteriez dire? Non, ça va. Si vous avez une autre question, je suis disponible. Non, enfin, là, on a l'essentiel. Donc là, rapidement, mais vraiment très rapidement, venons-en à ce qui se passe au Sénat. Mais surtout, hier, dimanche, apparemment, tout le monde l'a vu sur toutes les télévisions et les réseaux sociaux, 4 sénateurs se sont, comment dirais-je, donnés en spectacle lors de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. La séance a dû être suspendue. C'était pas très beau à voir. Oui. Et finalement, on apprend aujourd'hui que ces 4 sénateurs ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu ce qu'ils réclamaient. Alors, que pensez-vous d'un tel comportement? Et deuxièmement, quel message, d'après vous, ce genre de comportement envoie-t-il aux autres parlementaires? D'abord, il faut considérer ce qui s'est passé. Ça donne une idée de ce que c'est le Parlement. Et souvent, les gens ignorent. Le Parlement, c'est une tribune d'intérêt. C'est-à-dire, c'est une tribune qui expose les intérêts de groupe, les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts de classe sociale, les intérêts individuels, les intérêts personnels. Donc, c'est une tribune d'intérêt. Et quand les intérêts sont exacerbés, et ça arrive dans tous les parlements du monde, vous pouvez avoir des débordements. Il ne faut pas voir le débordement comme un simple fait vulgaire. Il faut le voir comme une manifestation de clivage, une manifestation d'intérêt à l'intérieur du Parlement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Si je défends, par exemple, des ouvriers, il y a une loi sur les salaires minimum, mais il y a une augmentation de la loi, je supporte. Mais ceux qui défendent, par exemple, le patronat, l'augmentation de la masse salariale pour le patronat, eh bien, les intérêts sont divergents entre ceux qui défendent les ouvriers et ceux qui défendent le patronat, eh bien, on peut avoir des écarts entre ces deux groupes en raison de cet intérêt. Que ce soit l'intérêt pour l'ouvrier ou bien l'intérêt pour le patronat. Le Parlement, c'est ça. Tout à fait d'accord avec vous, Maître Madissin. Cependant, est-ce qu'au-dessus de ces conflits d'intérêts, ceux qui défendent les ouvriers, ceux qui défendent les patrons, est-ce que malgré tout, le Parlement, que ce soit le Sénat ou la Chambre des députés, n'ont pas comme souci premier le bien-être de l'État? Alors, allons dire,
beaucoup plus le Sénat que la Chambre des députés. Moi, je peux le dire parce que j'étais député, j'étais sénateur. Je connais le fonctionnement des deux branches. Au niveau de la Chambre des députés, par exemple, vous avez la fougue de la jeunesse et les débordements sont plus... À travers le monde, il est plus facile de trouver des débordements à la Chambre des députés qu'au Sénat. Le Sénat, c'est quand même les salles. Les salles, au propre mot figuré. Oui. Donc c'est plus difficilement compréhensible les débordements au niveau du Sénat de la République. Mais les débordements, ça arrive dans les parlements. D'accord. Ok, eh bien écoutez, Maître Madistin, merci de cet éclairage, merci d'être venu nous parler de cette campagne de sensibilisation que vous avez relancée sur un sujet très, très pointu et de très grande importance. Merci de nous avoir fait partager aussi votre expérience en tant qu'ex-député et ex-sénateur. Oui. Oui. Merci, bonne chance et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Maître Samuel Madistin, président du conseil de direction de la Fondation J'éclairé. Lancement ce mardi de la 3e édition du grand concours Athéna par la Alternative Insurance Company, AIC, en partenariat avec la Direction de la Protection Civile, le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, CEDEL Haïti, et l'Alliance pour la gestion des risques et des continuités des activités à GERCA. Ce concours est destiné principalement aux élèves du secondaire dans le cadre d'un travail de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Agissons pour un changement de comportement et de transfert de risques est le thème choisi pour cette année. Les 3 gagnants bénéficieront d'un financement pour la réalisation des projets qu'ils auront élaborés. Le concours Athéna, c'est un concours que nous commençons depuis en 2017. Année ça, c'est 3e édition. Nous. Qui ça concours a son concours sur protection environnement que nous adressons directement à Timoun qui c'est avenir demain. Année ça, il va gagner un renforcement pour Timoun qui gagne préparation pour leadership, il va gagner un renforcement avec nous-mêmes AIC, protection civile et AGRK pour que soient capables de réfléchir en l'autre gens. Nous demandons à tout Timoun écrit des projets qui pas dépasser $5,000 américains. Si Timoun a écrit un projet qui dépasse $5,000 américains, il est supposé dire qui côté que la besoin de financement pour différence là. Mais à la base, nous avons dit que nous avons payé chaque école de $5,000. Vincent, c'est le premier prix qui a gagné 7,000, deuxième dans 6,500 et troisième dans 5,000. Pour concours ça, DPC a apporté contribution pâle dans diverses manières. Par exemple, d'abord accompagner les partenaires dans question formation pour Timonio, par exemple, Timonio qui vient pour identifier projet, mais faut-il bien que Timonio ait une compréhension beaucoup plus de l'aléa, une compréhension de risques à travers le pays et aussi niveau de vulnérabilité zone à vivre. Donc, pour un travail ça, c'est un travail de formation à l'intérieur des écoles pour ces élèves qui pourraient eux-mêmes monter projet ça et qui a participé dans le concours ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.